J'ai vécu récemment cette épreuve qui est une maladie grave, en l'occurrence un cancer. J'ai trouvé beaucoup de force dans des moments où j'étais seul. J'étais juste effectivement dans la contemplation. Je suis convaincu que la maladie m'a permis d'écrire ce livre d'une façon un peu différente que je ne l'aurais écrit si j'avais pas été malade. Et à l'inverse, l'écriture du livre m'a beaucoup apporté dans la thérapie. Je l'ai trouvé dans cette période compliquée. Évidemment qu'est la maladie, j'ai trouvé beaucoup de force dans des moments de le vrai silence. Bonjour, je suis très heureux de recevoir Pascal Bataille pour son petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, ce qui veut dire qu'on va parler de silence mais aussi de bruit, aux éditions Guy Trédaniel. Alors c'est un éditeur que je fréquentais assez peu, mais je trouve que depuis quelque temps, à moins que ça ait toujours été le cas, il publie vraiment toutes sortes de livres très intéressants. Et voilà, ça vaut la peine de regarder son catalogue. Je vous y invite, au-delà de Petit traité du silence, Guy Trédaniel. Pascal Bataille, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, juste d'abord un petit énervement que je voudrais partager avec toi. Ah, avec plaisir. Chaque fois qu'on parle de toi, on le fait d'une certaine manière. Tu es présentateur, créateur, concepteur, producteur de programmes sur toutes les chaînes au fil de ta carrière, de programmes qui sont extrêmement populaires. Et moi, je trouve ça formidable d'être l'homme qui est à la tête de beaucoup de programmes populaires. Et on se croit obligé. J'ai assisté à une cérémonie il n'y a pas si longtemps où on se disait, mais vous savez, attention, Pascal Bataille, il est philosophe, il est capable de penser, et je trouve un peu agaçant que tout ça revienne comme si tu n'avais pas le droit d'être à la fois populaire, ce qui est quand même une vertu extrême de nos jours, et savoir penser, savoir réfléchir, côtoyer les grands auteurs et les grands philosophes. Et est-ce que tu as l'impression que ton image publique est contradictoire avec ce que tu es en réalité ? Oui, en partie. Enfin, en partie aussi parce qu'on est en France et que la France fait partie de ces... je ne connais pas tous les pays évidemment, mais de ces pays... à la différence des États-Unis, à la différence de l'Italie, par exemple, que je connais bien, à la différence d'Israël, etc., où tu peux faire plusieurs choses très différentes en même temps, sans dérouter tout le monde. En France, on a besoin absolument de te classer dans une catégorie, de te mettre dans un tiroir une fois pour toutes. Donc, si tu fais des émissions grand public, populaires, et effectivement accessibles à tous, ça veut dire forcément que tu es niais, pas très intelligent, pas très cultivé, et avec un QI proche de celui d'une crevette. Donc, et cela dit, sans porter injure aux crevettes, que j'aime beaucoup, mais surtout avec un peu de mayonnaise. Mais non, mais voilà. Et c'est vrai que merci de ce petit coup de gueule, parce que évidemment, c'est des choses qui m'ont longtemps agacé. Mon camarade Michel Field, avec qui je discutais de ça un jour, me disait, mais alors qu'il, lui, à l'inverse, a commencé avec un slip sur la tête chez De Chavannes, mais très vite s'est réorienté vers le journalisme, vers les émissions politiques, et du coup, mais qui a été cantonné dans ce rôle-là aussi, me disait, mais moi, j'aurais adoré présenter l'île de la Tentation, c'est un concept que je trouve génial. Bon, mais il me dit, je peux évidemment pas faire ça, parce que si je fais ça, je peux interviewer un président de la République sur France Télé. Bon, c'est dommage, parce que effectivement, c'est pas parce que tu fais de la télévision grand public que tu es obligé d'être idiot, et on en a eu quelques preuves dans l'histoire de la télévision, que parce que tu présentes des émissions un peu élitistes, que tu es intelligent. Absolument. Donc, on va ouvrir tous ces tiroirs en même temps, si tu es d'accord. On va aborder dans un instant la raison médicale qui t'a porté à t'intéresser à cette notion du silence et du bruit. Donc, on va y venir dans un instant, mais je trouve qu'il y a dans le début de ton livre une sorte de résumé extrêmement habile qui raconte que tu t'interroges sur ce que c'est que le silence. Et tu parles du silence qui en dit long, le silence qui est musique, le silence méditatif, le silence du menteur, le silence de l'ignorant comme celui du sage, le silence de Dieu, le silence de la rupture, le silence de l'absence et de la mort, celui de l'apprentissage mais aussi de la censure et de l'asservissement, le silence dans toute sa beauté et tout son pouvoir, mais aussi dans sa négation quasi perpétuelle en ce début de XXIe siècle. Joli programme, non ? Joli programme, et programme paradoxal en même temps que de parler et de disserter sur le silence.
Et effectivement, ce que je veux essayer de montrer dans ce livre, en ouvrant plein de portes et libre ensuite aux lecteurs et à la lectrice de poursuivre leur cheminement dans ces différentes directions, c'est que le silence, c'est pas un bien absolu, c'est pas un idéal, c'est un outil. C'est un outil qui a, comme tout outil, des usages positifs et des usages négatifs. Et c'est pour ça qu'il y a un chapitre, par exemple, sur le mensonge, parce que le silence est souvent assimilé au mensonge, à la dissimulation, et que en cela, il n'est pas forcément toujours vertueux, même si parfois le mensonge peut être utile et positif. On pourrait en discuter longuement. Mais cet outil, on l'a complètement oublié dans notre société, dans notre mode de vie. Il angoisse, on ne sait plus s'en servir, il nous fait peur, on le chasse au maximum de notre environnement, que ce soit le silence de la parole ou que ce soit le silence du bruit par rapport au bruit environnant. Voilà, on est en permanence dans le tumulte, le flux de l'information continue, le flux du bruit de la ville, et même chez nous, quand on rentre à la maison, combien d'entre nous, et moi le premier, avons le réflexe de tout de suite allumer une radio, une télévision, une enceinte connectée pour avoir une présence. Comme si, effectivement, on se faisait peur à nous-mêmes quand on était seul, confronté au bruit de l'appartement ou de la maison. Et je trouve ça dommage parce que, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, il y a énormément de vertus à aller chercher dans le fait de retrouver un peu, de redonner de la place au silence dans plein de domaines différents, que ce soit la vie quotidienne parce que le silence soigne, que ce soit l'apprentissage parce qu'on ne peut pas apprendre quand on fait du bruit, que ce soit l'art, la littérature, la musique, etc. Voilà, c'est un peu l'idée générale qui sous-tend ce livre. Alors, on va revenir sur tout ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu à porter le deuil du silence. Donc, un événement qui s'est produit, sauf erreur de ma part, en 1993. Et le paradoxe, c'est que ce qui va t'arriver, c'est que tu vas perdre l'ouïe du côté gauche et que on s'attendrait à ce que tu vives dans un silence médical obligatoire, contraint. Et au contraire, les acouphènes t'habituent à vivre avec un bruit encore plus constant qu'avant. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode de ta vie ? Effectivement, voilà, en 1993, j'ai ce qu'on appelle un épisode de surdité brusque, c'est-à-dire c'est un peu les mêmes symptômes au départ que quand tu es dans l'avion et qu'avec la pression, tout d'un coup, ton oreille se bouche, sauf que là, tu as beau avaler ta salive ou faire tout ce que tu veux, l'oreille ne revient pas. En fait, la surdité brusque, c'est ton oreille, ton nerf auditif qui cesse de fonctionner. Pourquoi, en l'occurrence, dans mon cas, c'est parce que j'ai, et on le découvrira quelques temps plus tard, une tumeur sur ce nerf qui compresse le nerf et qui, tout d'un coup, s'enflamme ce jour-là, grossit ce jour-là et me crée cette crise de surdité. Et de cette surdité, je récupère une partie de mon audition quand même, mais simplement une partie. Mais surtout, malheureusement, naissent en même temps naissent des acouphènes. Donc ce sont ces bruits parasites. Ce sont des bruits totalement artificiels qui sont créés. C'est une fausse information que ton cerveau interprète, en fait, parce que le nerf qui est endommagé par la tumeur traduit des choses qui n'existent pas. Et en fait, depuis donc 32 ans aujourd'hui, je vis sans plus connaître jamais le silence. C'est-à-dire en permanence, dans cette oreille gauche, des sifflements, des bourdonnements, des tintements. Ça dépend du moment, de mon état de stress ou pas. Ça dépend aussi du bruit environnant. Mais donc, j'ai dû faire, comme tu le disais très bien, le deuil du silence. Et autant je me suis habitué à ça, parce que je suis chez nos auditeurs et enfin, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment, il y a malheureusement pour eux beaucoup de gens qui sont victimes d'acouphènes. C'est un peu une des maladies du siècle, parce qu'on peut aussi s'en créer en écoutant de la musique trop fort, en utilisant trop ces casques et ces oreillettes que de plus en plus nos jeunes portent en permanence. Mais donc, on arrive à vivre avec. C'est un handicap, hein, mais on arrive à vivre avec, à s'habituer. Au début, on a envie de se taper la tête contre les murs. Et puis, petit à petit, nos capacités d'adaptation font qu'on arrive à oublier, à chasser une partie du temps ces parasites. Mais en revanche, intellectuellement, je sais que plus jamais, parce que ça ne se guérit pas, plus jamais je ne pourrai entendre le silence. Et cette frustration m'a donné envie assez vite de m'intéresser au silence, à ce silence que plus jamais je ne connaîtrais, le vrai silence.
Alors justement, venons une question préalable. Il n'y a pas de traitement pour ces acouphènes tellement dérangeants? Pas vraiment, non, pas vraiment. Il y a des parades, par exemple, on peut te mettre, alors pour ceux que ça gêne vraiment, notamment quand ils sont dans le calme, et parce que les bruits, évidemment, ces bruits parasites deviennent plus présents si tu es dans un environnement assez calme et qu'il n'y a pas d'autres bruits qui viennent te distraire. Alors on peut mettre ce qu'on appelle du bruit blanc, c'est-à-dire une sorte de bruit silencieux qui fonctionne sur certaines fréquences et qui permettent de diminuer ta perception à toi de tes acouphènes. Mais il n'y a pas vraiment de traitement et voilà, on ne guérit pas, on ne sait pas guérir ces choses-là. Mais est-ce que, alors, la notion d'écouter le silence est tout à fait intéressante parce que, rectifie-moi si je dis des bêtises, mais je crois me rappeler que les scientifiques, pour créer le silence absolu, sont obligés de fabriquer des espèces de chambres, ça s'appelle anéchogène ou je ne sais plus, quelque chose de ce genre-là, avec toutes sortes d'aspérités sur tous les murs. Et même là, on a du mal à créer le silence absolu. Voilà, le silence absolu, il n'existe pas dans la nature. Et effectivement, pour le recréer, Microsoft d'ailleurs a fait une expérience, a créé ce caisson où à l'intérieur il y a le silence total, absolu, le pur silence, et qui nous est insupportable. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs un challenge créé par Microsoft qui offre 5 millions de dollars à une personne qui arriverait à rester 1 heure dans ce caisson. Et jusqu'à présent, et évidemment le challenge attire pas mal de monde, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à tenir plus d'une dizaine ou une quinzaine de minutes, je crois, parce que ce silence absolu, il est totalement angoissant. Moi, le silence dont je parle, c'est pas celui-là, c'est pas le silence absolu, c'est le silence dans lequel on peut écouter les bruits du monde, les bruits de la nature, écouter la parole de l'autre. C'est le silence qui consiste juste à faire taire un peu le vacarme et le tumulte pour se ressourcer et se retrouver. Exercice pratique, 15 secondes de silence et tu nous racontes ce que tu entends. J'entends plein de choses. J'entends d'abord la résonance de la phrase que tu viens de la question que tu viens de poser. Quand je dis résonance, c'est pas simplement les vibrations sonores qui continuent de flotter dans l'air. C'est je réfléchis à ce que je prends le temps de réfléchir. Tu m'offres le temps de réfléchir à ta question, à ce que ça veut dire, à ce que tu sous-entends et ce que tu espères peut-être. Donc en fait, je prends le temps d'écouter, non pas tant le silence, mais ce que tu veux. Donc, je te respecte, j'essaie de te comprendre. Donc, ce silence, c'est ça aussi. Et puis, j'ai entendu des petits bruits de la pièce, des petites vibrations. On a 2 personnes avec nous dans cette pièce. Elles, si on y prête attention, évidemment, émanent d'elles, même si elles sont très silencieuses et elles font très attention, des petits bruissements, etc. Et tout ça, c'est merveilleux, en fait. C'est une musique qu'on ne laisse plus jamais s'exprimer, auquel on ne prête plus attention dans notre façon de vivre aujourd'hui. C'est dommage, parce qu'il y a plein de choses à écouter. Et tous ces concepts sont vraiment traités avec beaucoup de subtilité dans ce livre que j'ai adoré, je peux le C'est dire. gentil. Et cette notion, on va continuer sur ce terrain-là, mais d'entendre le silence, ça nous révèle quand même beaucoup de choses. Par exemple, tu parles d'entendre le silence après la musique ou pendant la musique. Alors évidemment, il y a cette phrase qu'on ressasse toujours, je ne sais plus d'ailleurs de qui elle est, tu vas peut-être me le dire, mais le silence qui suit du Mozart, c'est toujours du Mozart. Mais voilà, il y a cette idée qu'on entend le silence après la musique et que ce silence, c'est toujours de la musique. Tout à fait. Alors, c'est effectivement cette notion de résonance, mais il y a encore plus flagrant cette phrase de Mozart lui-même qui dit « le silence est… pardon, je reprends. Mozart dit « la musique est dans le silence entre les notes ». Et en fait, n'est pas dans les notes, contrairement à ce qu'on croit, mais la vraie musique n'existe que parce que entre les notes, le compositeur place des silences extrêmement judicieusement choisis, tout autant judicieusement choisis que les notes, et que si tu enlèves dans la plus belle des symphonies, le plus beau des concertos, tu enlèves les silences, ça n'est plus qu'une cacophonie innommable. Donc, Hélène Grimaud, magnifique pianiste, le dit aussi en disant la musique sans les notes n'est que tumulte et cacophonie. Donc, en fait, voilà, le silence, il a sa place dans l'art
Alors, je parle aussi de la peinture, je parle de la littérature. Et si tu enlèves le silence de l'art, tu n'as plus du tout... Enfin, l'art n'est plus le même, que ce soit un art sonore ou un art plus contemplatif. Donc, ça veut dire que dans notre vie, c'est la même chose. Si je parle pendant que tu me parles, si tu parles pendant que je te parle, on ne va pas s'entendre, on ne va pas se comprendre. Or, de plus en plus, c'est à ça qu'on assiste dans les émissions de télévision ou de radio, où les gens ne s'écoutent plus mais s'invectivent. Ils n'entendent plus ce que l'autre a comme argument parce qu'ils sont de toute façon déjà en train de fourbir le leur et de préparer la punchline qui va permettre de marquer des points. Voilà, mais c'est pareil. On ne peut pas apprendre si on ne se tait pas. Et par exemple, à l'école, aujourd'hui, on est de la même génération tous les deux, mais même des gens plus jeunes ont connu ce temps où tu levais la main pour demander la parole en classe. C'est vrai. Ce n'était pas juste pour faire appliquer des principes réactionnaires ou totalement punitifs. C'est juste parce que si tu le fais, ça permet aux professeurs, instituteurs de te donner la parole à toi, aux autres d'écouter ce que tu as à dire, puis ensuite aux autres de parler, chacun à leur tour. Si tu n'as plus cette demande-là, il n'y a plus d'organisation de la parole possible, et donc il n'y a plus que, là encore, du tumulte et de l'incompréhension, donc il n'y a plus d'apprentissage. Quelles sont inspirantes les expériences vécues par ces auteurs qui nous rejoignent sur la chaîne La Fabrique des Livres. Vous avez peut-être, vous aussi, envie de passer à l'écriture. Et c'est là que ma lettre d'information, ma newsletter, entre en jeu. Elle est gratuite et je vous y donne des conseils concrets pour structurer vos idées, travailler vos personnages, construire une intrigue. Pour la recevoir, vous trouverez le lien dans la description. Et la linguistique va dans ton sens, puisque en langue française, entendre a un sens subsidiaire qui est comprendre. Tout à fait. Entendre, c'est comprendre en français. Évidemment. Et ça éclaire tout à fait ce que tu viens de dire. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit des silences dans la musique, parce que ce qui est formidable dans ce livre, c'est que tout est très habilement et agréablement approfondi. C'est-à-dire que là, tu viens de citer des exemples concernant les symphonies de Mozart, mais voilà, dans le livre, que ceux qui nous regardent sachent que tu parles des doubles croches, tu parles des notes silencieuses, enfin des croches, doubles croches, etc., les silences. Et les silences, les soupirs, etc., qui correspondent. C'est-à-dire que de la même façon que dans le solfège, on se rappelle, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de solfège, et effectivement des différentes notations et des différents temps des notes, la croche, la double croche, la triple croche, la noire, la blanche, etc., qui correspondent à des temps précis, mais tu as exactement l'équivalent dans les silences, soupir, demi-soupir, etc. Et donc, si tu n'as pas cette équivalence, encore une fois, là non plus, tu n'as plus la musique. Alors, c'est gentil de dire que tout est approfondi. En fait, j'ai fait un vrai travail pour écrire ce livre. Beaucoup de choses que j'avais déjà en moi, parce que, bon, comme tu le rappelais gentiment en début de cette émission, j'ai fait quelques études de philo, puis surtout, je continue de fréquenter depuis des années, avec beaucoup de bonheur, les philosophes de toutes les époques, y compris les contemporains. Donc, c'est un domaine qui m'a toujours passionné, mais aussi l'art, la musique, la littérature, la peinture. Je suis allé... Donc, il y avait des choses que je savais, que j'ai retrouvées ou utilisées pour nourrir ce livre. Puis, il y a des choses que je suis allé chercher, par exemple, dans le domaine scientifique et médical, où j'avais peut-être moins de connaissances sur certains de ces domaines. Je suis allé chercher des études. Il y a un chapitre sur le silence qui soigne, parce qu'effectivement, c'est avéré par des études extrêmement précises et nombreuses. Le silence, par exemple, permet aux neurones de se régénérer. Ça, on sait aujourd'hui le montrer. Le silence fait baisser le taux de cortisol dans le cerveau. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, ça veut dire que rester quelques instants dans le silence fait automatiquement et systématiquement baisser ton taux de stress, quel qu'il soit, etc., etc. Alors on connaît depuis longtemps les vertus de la méditation, de la concentration, etc. Mais c'est vrai que c'est des choses que tu ne peux pas faire dans le vacarme. Donc là encore, le silence est nécessaire pour se ressourcer, pour se retrouver sans devenir un yogi ou s'enfermer 15 ans
dans une caverne, mais pratiquer ça quelques instants, même pas forcément quotidiennement, mais au rythme qu'on en a envie, parce qu'il ne faut pas que ça devienne non plus une discipline ou une punition, mais savoir effectivement se réaccorder de temps en temps du temps de silence, c'est extrêmement bénéfique pour la santé. Bon, ça, c'est des choses que je suis allé chercher effectivement dans des études, et puis j'ai appelé à l'aide tous mes amis philosophes, de Platon à Saint-Augustin André Comte-Sponville, en passant par voilà, de Spinoza, Descartes et Saint-Augustin. et Saint-Augustin, bien sûr, voilà, parce qu'il y a aussi un chapitre sur le silence de Dieu, ô combien angoissant et ô combien interpellant. On va y venir d'ailleurs. Mais alors, ce silence que regrettait par exemple Marcel Proust, alors je connais bien Marcel Proust pour toutes sortes de raisons, parce que j'ai écrit sur lui, mais je ne connaissais pas cette formule qui était la sienne. En fait, tu parles du regret que nourrissait Proust pour une terre presque édénique où le son n'a pas encore été créé. Et revenons donc au silence dans l'art. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tu analyses la notion de silence dans la peinture. Alors évidemment, et on y reviendra plus tard, il y a un exemple qui saute aux yeux, c'est le cas de le dire, c'est le cri de Munch, Oui. le cri silencieux, mais on verra ça tout à l'heure. Mais tu cites d'autres peintres qui sont pour toi les symboles mêmes du silence visuel, si j'ose dire. Alors, il y a Edward Hopper, qui est un peintre américain, et c'est vrai que les situations qu'il décrit, qu'il montre, sont un peu figées, c'est-à-dire que c'est un monde immobilisé par l'image aussi bien que par le son. Et puis, je vais te laisser développer, mais tu mentionnes aussi Nicolas de Staël. Alors, formidable peintre, ça. Oui. Et effectivement, là encore, je retrouve, enfin, ça c'est mes yeux, c'est mon regard, mais dans Staël, je retrouve aussi ce que j'appellerais une immobilisation. C'est pas vraiment le silence pour moi, c'est une immobilisation. Tout est immobile. L'image et puis le son qui en émane, c'est une immobilisation. Et puis, un peintre pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Pierre Soulages. Alors, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous raconter où tu entends le silence de Hopper, de Soulages et de Staël? Je crois que tu aimes beaucoup Nicolas de Staël, n'est-ce pas? Oui, j'adore Nicolas de Staël. En fait, les peintres que je cite dans ce chapitre appartiennent forcément un peu à mon petit panthéon personnel. On aurait pu en convoquer plein d'autres de façon tout aussi intéressante, mais on ne peut pas citer tout le monde. Et puis, tout le monde... ce qui est important, c'est la relation que tu entretiens avec un peintre, et plus encore qu'avec le peintre, avec une toile, avec une œuvre. Pour moi, toute la fonction et tout l'intérêt de l'art, c'est dans cette interaction entre l'œuvre et celui qui la ressent et qui va peut-être pas la percevoir de la même façon. C'est pour ça que, petite parenthèse que j'ouvre et que j'ouvre aussi dans le livre, je dis je ne comprends pas, même si je respecte parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais je ne comprends pas ces gens qui visitent des expositions avec un casque sur les oreilles et une voix qui leur dit ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre des tableaux en face d'eux ou des sculptures ou peu importe. Parce que je trouve que c'est pas, pour moi, la relation à l'art, c'est pas quelqu'un qui te... Alors, que tu lises avant ou après des choses sur l'artiste pour effectivement t'enrichir intellectuellement, être un peu plus cultivé et comprendre peut-être mieux certaines choses, très bien. Mais pendant la relation avec l'œuvre, c'est terrible d'avoir une voix dans les oreilles qui t'empêche complètement de créer ce lien et totalement émotionnel avec l'œuvre. Et donc, pour revenir sur Hopper, sur Staël ou Soulages, par exemple, alors c'est des peintres que j'adore fondamentalement, mais je prends quelques exemples. Et c'est vrai que tu as très bien décrit les toiles d'Hopper qui sont effectivement comme figées dans un moment, mais qui décrivent en même temps des scènes de vie quotidienne qui nous sont familières. Et donc, ce silence de la toile en fait, crée en nous tout un imaginaire formidable. Chacun va pouvoir raconter son histoire sur la toile de Hopper et imaginer des choses qui pourraient se dire. Mais effectivement, ce que peint Hopper, c'est une scène où personne ne parle, où les gens ne sont pas en train de parler. Ils sont tous dans une atmosphère extrêmement silencieuse, une atmosphère peut-être de rêve ou enfin voilà. Donc c'est l'art pictural par définition
et à quelques exceptions près, dont je parle aussi dans le chapitre, est par définition silencieux, hein, puisque la peinture ne peut pas parler. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les peintres travaillent leur toile d'une façon où ils font vivre encore plus le silence. Alors, par exemple, Stahl, alors, qui est un coloriste extraordinaire et qui, enfin, moi, m'émeut particulièrement. J'adore quasiment toutes ses toiles. Mais là, je prends l'exemple d'une toile en particulier, qui est le concert, en fait, où Stahl peint le souvenir d'un concert auquel il a assisté quelques jours avant, d'une œuvre en plus de Schoenberg, Schoenberg, c'est pas le compositeur le plus mélodieux Ni le plus du monde, accessible. ni le plus accessible. Et en fait, sa toile, qui donc s'intitule Le Concert, mais ce ne sont que les instruments qui sont peints, la scène et les instruments, avec des couleurs, comme souvent chez lui, très fortes, des rouges, des noirs, avec des gris, etc. Et en fait, donc, ce concert, il est totalement silencieux, puisqu'il les interprètes ne sont pas là. Les instruments sont là dans leur silence total et dans leur potentiel uniquement, et ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas en train de fonctionner. Et en fait, le silence qui résonne de cette toile, tu peux y mettre plein de choses, mais tu peux, si tu te concentres un peu, tu peux écouter la musique de Schoenberg, à mon avis, bien mieux que s'il y avait si les musiciens étaient représentés. Il a trouvé cette astuce, c'en est pas une, parce que je ne cherchais pas une astuce, mais cette mise en abîme qui permet effectivement de faire résonner la musique tout en étant empli, quoi, enfin, empli de ce silence. Alors, c'est difficile à exprimer, c'est des choses que je ressens et que dans le livre, j'ai un peu mieux écrit que je le dis là verbalement. Mais voilà, et bon, et les noirs, les ultra noirs de Soulages, c'est la même chose. Il y a des vibrations qui en émanent, qui permettent, là encore, à chacun d'interagir. C'est des couleurs, ces noirs, on le sait bien, sont des couleurs intenses et dans lesquelles tu as l'impression que tous les bruits se sont perdus, ont été englués comme dans un goudron, et voilà, et qu'il y a une sorte d'immensité qui est devant toi. Voilà, et c'est particulièrement, je trouve, c'est des artistes qui sont particulièrement talentueux parmi plein d'autres pour évoquer ça. Alors, tu parlais du Cri de Munch, et puis alors, à l'inverse, et ça m'a intéressé aussi, à l'inverse, ces peintres qui sont allés chercher du son Oui, pour les mettre dans leur toile, comme, alors je prends les exemples de Wesselmann et Lichtenstein, qui sont oui, deux Liechtenstein, tu sais, oui, le pop art. et voilà, le pop art. Alors Lichtenstein, lui, il fait appel à l'univers de la BD, en fait, enfin, en tout cas à la technique de la BD, avec ces bulles dans lesquelles ces personnages rompent le silence imposé par la toile pour nous livrer leurs pensées, souvent nostalgiques, souvent un peu tristes, etc. C'est l'univers de Lichtenstein. Et Wesselmann, lui, il est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'il a introduit dans certaines de ses toiles, mais assez nombreuses, des éléments carrément sonores. C'est-à-dire que dans la toile est incluse, par exemple, une radio qui diffuse en permanence du bruit, ou dans des toiles de voiture, tu as un bruit d'échappement qui sort de la toile. Voilà. Alors, eux, ils sont allés, au contraire, essayer de rompre le silence de la peinture en créant du bruit artificiel autour. Bon, tout ça est passionnant, et encore une fois, en quelques pages, on ne peut que survoler ça, mais le but du livre n'est pas de résoudre une fois pour toutes la question, mais au contraire d'inciter la lectrice et le lecteur à aller plus loin, à aller retrouver l'étoile dont je parle, et se dire, par exemple, l'autre jour, je parlais avec un journaliste qui m'a dit ah, mais moi, si j'avais été toi dans ce chapitre, j'aurais beaucoup plus parlé de Francis Bacon, etc. Parce que pour moi, le cri silencieux, c'est vraiment Bacon. Je dis, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, je prétends pas résoudre le problème du silence dans la peinture. Je t'ai fait penser à Bacon, donc voilà, mon bouquin, il a été utile, il a atteint son but, c'est que je t'ai fait réfléchir sur le silence dans la peinture,
et tu es allé chercher tes références à toi. Et c'est le signe d'un bon livre. Un bon livre, c'est un livre qui, selon moi, raconte des choses, fait naître des émotions, mais qui aussi donne au lecteur l'envie de prolonger le discours de l'auteur et effectivement d'aller voir. Par exemple, ce que tu viens de dire me rappelle un moment de grâce, un moment absolument magique où je me suis retrouvé un jour au musée de l'Orangerie. Les gardiens étaient appelés à l'entrée et il n'y avait aucun visiteur. Et se retrouver face aux œuvres monumentales de Monet, dans cette espèce de grande pièce, tu sais, un peu circulaire, un peu ellipsoïde, si j'ose dire, un peu ovale, c'est absolument incroyable quand il y a un silence total. Et quant au peintre que tu indiques, oui, Bacon, moi je le rapprocherais un petit peu du cri de Munch, c'est-à-dire que ce sont des formes torturées qui n'arrivent même plus à sortir un son. Les sons n'arrivent pas à sortir, à franchir la barrière des lèvres. Exactement. Mais c'est très intéressant que tu donnes au lecteur à réfléchir sur ces questions-là. Et puis, donc, ton ami t'a cité Bacon, mais on pourrait citer aussi David Hockney. Bien sûr. Où il met sur une même toile, tu sais, des personnages qui n'étaient pas au même endroit, au même moment, et qui, par définition, ne peuvent échanger aucun son, aucune parole. Alors, on parle de silence et on parle de bruit. Dans ta carrière télévisuelle, moi, ce que j'admire beaucoup, c'est que tout ce que tu as inventé sont des concepts. Et je trouve qu'il faut de l'intelligence pour ça, et que c'est élaboré, que ça n'est pas comme ça tout seul, qu'il faut... Voilà, c'est vraiment très conceptuel, tout ce que tu as imaginé avec Laurent Bataille. Laurent Fontaine. Pardon ? Laurent Fontaine, bien sûr. Et simplement, je me dis que en créant toutes ces émissions, tu as contribué à faire du bruit. Un bruit médiatique, parce qu'on en parlait beaucoup, un bruit à l'antenne, un bruit à l'image. En plus de ça, ça a toujours été des émissions où chacun retrouvait ses émotions les plus profondes qui jaillissaient bruyamment, si j'ose dire. Et donc, tu blâmes un bruit que tu as contribué à entretenir ou même à créer. Bien sûr, mais... Est-ce que tu te sens coupable ? Coupable, non, parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser quiconque, d'ailleurs, dans le livre. En exergue du livre, je me suis amusé à dédier le livre à tout un tas de gens très, très connus, dont je mets les prénoms et l'initiale du nom de famille. Évidemment, on met 3 secondes à trouver de qui je parle à chaque fois. Donc, toute une liste de gens qui, à mon sens, font trop de bruit aujourd'hui. Et je finis par, et avant tout, à moi-même, vos gueules les mouettes, parlons moins, réfléchissons plus. Donc, je me mets évidemment dans le lot des gens qui font trop de bruit, qui ont contribué à en faire, et j'essaie juste de dire qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre compte qu'on peut peut-être essayer de vivre un peu différemment et de produire des choses un peu différentes. Alors, merci de dire qu'on a, avec Laurent Fontaine, parce que tu as dit tu, mais on a toujours été 2 et avec des équipes autour de nous très créatives auxquelles il faut rendre hommage. On a effectivement créé des concepts, comme beaucoup d'autres, à une époque où, de plus en plus, on se contente d'adapter des formats créés à l'étranger parce que c'est moins risqué et que, non pas qu'on n'a plus d'imagination en France, mais c'est juste les décideurs qui préfèrent ne pas prendre le risque de créer from scratch quelque chose et vont chercher des choses qui ont déjà été expérimentées ailleurs avec succès. Bon, refermons la parenthèse. Mais dans les concepts qu'on a créés, il y a quand même il y a une émission, entre autres, qui nous tient à cœur et qu'on continue d'animer avec Laurent, qui s'appelle « Il y a que la vérité qui compte », où les silences ont un rôle essentiel, à tel point que je raconte cette anecdote dans le livre de la première fois où on livre l'émission montée à TF1, donc on est dans les années 2002, et TF1, où il y a un service pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème avant diffusion, nous rappelle en disant les garçons, vous avez oublié un montage. Il y a un moment, il y a 1 minute environ de silence dans l'émission que vous avez oublié de raccourcir. Et il a fallu expliquer que longuement, pour arriver à être entendu, c'est le cas de le dire, que non, ce silence, il faisait partie intégrante du concept de l'émission et qu'il était tout aussi important que la phrase qui précédait et que la phrase qui allait suivre. Et c'est vrai que, et j'en parlais avec notre ami commun Jean-Pierre Foucault il y a quelque temps, qui avait lu le livre, qui me disait « Tu as tout à fait raison ». Et d'ailleurs, dans « Qui veut gagner des millions », qu'animait Jean-Pierre, il disait « Je faisais régner des silences très longs volontairement pour laisser
justement planer le suspense, pour laisser résonner le moment, l'attente, voilà. Et il a dit, si j'avais animé l'émission de façon beaucoup plus tonique, beaucoup plus hachée, etc., ça n'aurait pas du tout eu le même impact et la même valeur, quoi. Donc, on peut, dans les médias, et tu viens de le montrer, tu as fait 15 secondes de silence, il se passe quelque chose pendant ces 15 secondes. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que des émissions où partout on met des phases de silence religieux comme ça, et il faut que ça colle évidemment et que ça soit approprié à ce qu'on est en train de faire, hein. Mais il ne faut pas en avoir peur, en tout cas. N'ayons pas peur du silence. Même en radio, alors, il ne faut pas qu'il soit trop long, mais un petit silence en radio, ça a du sens. Alors, il y a quand même un bruit médiatique que tu condamnes, sans lui trouver d'excuses, qui serait lié à des silences adjacents. C'est ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire le déluge d'informations. Alors, l'infobésité, oui, c'est un concept qui a été théorisé par des sociologues, notamment un sociologue qui s'appelle Caroline Sauvageol, et puis c'est aussi des travaux d'Edgar Morin, encore plus connu. Donc, comme son nom l'indique, c'est une contraction de info et obésité. Infobésité, c'est-à-dire une sorte de surabondance de l'information qui fait que, comme l'obésité est une maladie et quelque chose qui est nocif, on le sait, eh bien l'infobésité, de la même façon, devient nocive. On croit, et sous prétexte d'être bien et en permanence informé, en fait, on devient noyé sous ce flux continu, ce tumulte de news et de répétitions en boucle, etc., qui fait qu'à plus aucun moment on a le temps de réfléchir à ce qui nous a été dit et à ce qui vient d'être annoncé, pour parfois être démenti une demi-heure plus tard parce qu'on est allé trop vite, et que en fait ce principe a priori vertueux des chaînes d'information en continu qui effectivement sur la base, et c'est quelque chose de très positif, on se dit à chaque instant je vais pouvoir savoir ce qui se passe dans le monde, sauf que le principe même de la chaîne d'information en continu, c'est que le silence est totalement interdit et impossible. Il faut fournir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on ne peut pas fournir, eh ben, on répète ce qu'on a déjà dit, ou parfois on anticipe un peu ce qui va se passer. Et donc, le résultat, c'est que en croyant être très bien informé, on est le plus souvent désinformé, et qu'en plus, on n'a pas le temps d'analyser, on n'a pas le temps de prendre du recul par rapport à cette information. Or, là encore, à quoi sert d'être informé si on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on nous dit et à ce qu'on apprend? C'est-à-dire, on est juste des réceptacles, on n'a plus rien, on ne s'approprie plus cette information, on ne l'analyse plus, on ne la conceptualise plus, et on n'en ressort pas enrichi, plus intelligent ou plus riche. Voilà. Donc, effectivement, oui, là j'ai pas beaucoup de tendresse pour ce qui se passe. Et là encore, moi-même, j'ai été longtemps victime de ça, et consommateur un peu à outrance de ces chaînes d'information, jusqu'à me rendre compte que, en fait, j'en étais totalement victime, et que j'étais comme saoulé, et que je ne réfléchissais plus. Voilà. Je ne m'enrichissais plus du tout. Et je pense qu'il faut essayer de se désintoxiquer un petit peu de ça. Et puis, il faudrait que ces chaînes d'infos prennent des moments pour poser un peu le ballon, des moments pour être dans le flux, et des moments pour être un peu dans la pause et l'analyse. Et pas uniquement ce qui est la plupart le cas du temps, ce qui est la plupart du temps le cas, je vais y arriver, et pas ce qui est la plupart du temps le cas, être dans le débat, ce qui est encore autre chose. L'analyse et le débat, c'est pas la même chose. Et là, on est dans le règne du débat, et on en parlait tout à l'heure, où personne s'écoute, tout le monde reste sur ses convictions en ne cherchant pas à apprendre de l'autre en face. C'est le vacarme, ça s'engueule, c'est effectivement le concours de punchline pour être repris après sur les réseaux sociaux et dans les bandeaux des autres chaînes d'infos. Et je pense que tout ça est finalement extrêmement stérile. On ne distingue plus le futile de l'important, l'accessoire du nécessaire, le vrai du faux, parce qu'il y a aussi le problème de la fake news qui
évidemment, trouve là-dedans, dans ce flux permanent, un terreau formidable et se dissimule merveilleusement au milieu de deux autres infos vraies. Enfin, voilà. Donc, on croit être de mieux informés dans notre monde de chaînes d'information, de réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'on l'est de moins en moins bien. Alors, c'est la raison pour laquelle tu fais l'éloge du silence comme condition quasi sine qua non d'une bonne hygiène mentale, mais tu tends le bâton pour te faire battre. Et en fait, c'est Marguerite Yourcenar qui tient la trique et qui dit « Le silence que tu aimes tant, le silence est fait de paroles qu'on n'a pas dites. » Donc, une version négative du silence ou une version en creux. Et ça va un petit peu à l'encontre de ce que tu dis jusqu'à présent, mais ça fait partie de ta mécanique intellectuelle dans le raisonnement que tu tiens dans ton livre. Mais le silence, il est aussi fait d'inhibition, de dissimulation, de censure, de non-dit. Alors, est-ce que ton goût pour le silence n'est pas contradictoire avec ce poison du silence? Non, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, le silence, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Donc, le bon silence, c'est celui que l'on choisit, et le mauvais silence, c'est celui que l'on subit. Donc, effectivement, quand le silence est censure, il est asservissement. Quand le silence n'est que mensonge et mensonge négatif, parce que je l'explique dans le livre, et ça serait un peu long à faire ici, mais il y a des mensonges positifs et vertueux, mais il n'est pas souhaitable. Quand le mensonge est... quand le silence est impossibilité de s'exprimer parce que folie, parce que on revient au cri de Munch, parce que censure et politiquement correct. Je fais aussi un chapitre sur cette maladie intellectuelle du politiquement correct. Il est là encore, très néfaste et voilà, il faut aussi savoir lutter contre le silence quand il est imposé et quand il empêche la réflexion, la liberté, oui, la liberté pour moi c'est essentiel. Et donc, si le silence contrevient à la liberté, là, il n'est pas souhaitable. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de silence. Il y a ou de mensonge. Hein. Le médecin qui essaye de tranquilliser un malade, c'est un cas de conscience complexe pour lui. Mais il y a ce silence qu'on garde. J'aime bien le mot garder dans ce cas-là, comme si on le gardait derrière un rempart qui doit dissimuler à tout prix la vérité. Et là, tu te lances dans un développement tout à fait passionnant sur la notion de doctrine des équivoques. Et c'est là qu'on voit à quel point tu entremêles tellement habilement ton expérience personnelle du silence avec les plus grands penseurs, puisque là, il y a du Saint-Augustin qui apparaît. Alors, un défi, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, enfin, Saint-Augustin, mais j'appelle à l'aide Saint-Augustin, Kant, Yankelevitch pour montrer que, en fait, on est là dans une question de morale, hein, de morale au sens philosophique du terme. Et en fait, la conclusion à laquelle je parviens, c'est que il n'y a pas de possibilité d'une morale universelle sur ce sujet-là, du mensonge en l'occurrence, du mensonge ou du silence, qui est le mensonge par omission ou par dissimulation. Parce que, donc, et je prends des exemples très simples, très basiques, qu'on connaît tous, c'est effectivement l'exemple de la relation entre le médecin et le patient et l'exemple de l'infidélité. Deux exemples extrêmement classiques et triviaux, je vais dire. Bon, le médecin, il n'y a pas de bonne réponse à le médecin doit-il dire la vérité au malade. Ça n'est qu'une réponse individuelle et personnelle et au cas par cas. Parce que parfois, dire la vérité, c'est nécessaire et parfois, ça va être néfaste. Parfois, taire la vérité va être néfaste parce que dire la vérité au malade lui aurait permis de trouver peut-être les forces, soit pour lutter, soit en tout cas pour pouvoir s'organiser et savoir qu'il va mourir et qu'il faut faire le nécessaire par rapport aux proches ou je ne sais quoi. Et parfois, taire cette vérité va permettre au malade de ne pas s'angoisser, peut-être de ne pas se rendre malade davantage. De la même façon, dans un couple, tu es témoin, tu rentres dans un restaurant, tu vois la femme de ton meilleur ami en tête-à-tête, assez complice, voire carrément
amoureux avec un autre homme. Est-ce que tu vas dire ça à ton meilleur ami? Est-ce que tu vas lui dire, j'ai vu ta femme, elle te trompe? Ou est-ce que tu vas le taire? Là encore, il n'y a pas de réponse universelle et absolue à ça. Donc, et je vais donc chercher aussi bien Saint-Augustin que ce cher Kant pour qui la morale était un absolu, et Yankelevitch qui nous invite justement à être Yankelevitch qui nous invite à être dans l'appréciation au cas par cas, parce que là encore, silence ou vérité, silence ou parole, il n'y a pas de réponse absolue. On ne peut être que dans son interrogation morale sur le moment, par rapport à une situation donnée, à des personnes données, à un contexte donné, et on doit analyser ça au cas par cas. Voilà. Sauf erreur de ma part, il y a quand même des moments où garder ce silence, comme je le disais tout à l'heure, derrière un rempart, c'est pas la même chose que le cas que tu expliquais avec la dame qui dîne tranquillement, amoureusement avec son amant. On ne dira pas son prénom. Non, surtout pas, elle pourrait se reconnaître. mais c'est parfois criminel. On a vu ressortir récemment beaucoup d'affaires dans lesquelles tout le monde avait gardé le silence sur des crimes qui visaient précisément ceux qui n'avaient pas la possibilité de parler. Tout à fait. Alors quand le silence est non-assistance, quand le silence est coupable, effectivement, rend complice, permet à un crime de se perpétuer encore et d'être renouvelé ou de ne pas être dénoncé, bien sûr que là, il ne peut être que négatif je n'incite évidemment pas à ce silence-là. Mais à l'inverse, et on revient à Kant et à Saint-Augustin, à l'inverse, quand le silence se fait dénonciation, mais dénonciation intéressée, parce qu'on a quelque chose à y gagner, les collabos pendant la guerre, quelqu'un qui va dénoncer un voisin à tort au fisc parce qu'effectivement il est jaloux ou je ne sais quoi, là il vaudrait mieux que le silence soit observé et respecté plutôt que... Voilà. Donc tu vois, c'est encore une fois, on est dans le cas par cas, et le silence, c'est ce merveilleux outil, comme la parole est un merveilleux outil, parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout là, et ce n'est pas du tout le propos du livre, de dire vive le silence, abat la parole. Non, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est nous avons deux outils, la parole et le silence, et il faudrait les utiliser de façon beaucoup plus réfléchie et beaucoup plus riche, et l'une et l'autre, au lieu de, en ce moment, donner beaucoup trop d'importance à l'une qu'à l'autre. Et de la même façon, le bruit, il n'est pas à refuser en soi. Le bruit, il peut être intéressant, mais quand on le subit, on parle beaucoup de la pollution atmosphérique, on parle beaucoup de la pollution des océans, de nos rues, on ne parle pas beaucoup de la pollution sonore, parce que, soi-disant, la pollution atmosphérique nous rend malade, mais la pollution sonore aussi, elle nous rend malade, elle nous rend dingue, elle nous assourdit, elle nous met dans un stress permanent. Bon, cette pollution sonore qu'on subit, il faudrait savoir la gérer beaucoup mieux, et on la subit de plus en plus. Moi, je vis en province, dans un petit coin paradisiaque du sud-ouest. Quand je viens à Paris, ce qui m'arrive très régulièrement, chaque nouveau séjour à Paris, sans faire ma chochotte, je suis plus agressé encore que la fois précédente par les sirènes et le bruit, le tumulte de cette ville. Et pour moi, c'est une agression, c'est une pollution au moins aussi importante que la pollution atmosphérique. Tu as raison, on sous-estime beaucoup la pollution sonore, que ce soit sur les continents ou que ce soit dans la mer, parce que ceux qui s'intéressent à l'écologie des profondeurs marines savent que de nos jours, les animaux qui fonctionnent avec de l'écolocation, les dauphins, les baleines, jusqu'à présent, disposaient de zones océaniques absolument silencieuses. Et avec tous les chalutiers, tous les sous-marins militaires ou autres qui sillonnent toutes les mers du monde, aujourd'hui, beaucoup de ces animaux
ont leur langage, tu sais, là, ils Bien communiquent sûr. entre eux, ils ne peuvent plus entendre ce que dit leur congénère, alors qu'avant, une baleine bleue pouvait entendre ce que disait une congénère à, je crois, des centaines de Des centaines de kilomètres. kilomètres, ouais. C'est fini, Oui. ça n'est plus possible. Et c'est un joli symbole, me Mmh. semble-t-il, de ce que tu décris, parce que si même les océans sont victimes de cette pollution sonore, que dire effectivement de Paris et des grandes Bien villes. sûr. Alors, on a parlé de philosophes, on a parlé de choses comme ça, mais je voudrais pas donner l'impression que c'est un livre difficile d'accès. C'est un livre... Oh, même moi, je l'ai compris, donc c'est possible. non, non, mais c'est un livre jouissif, parce qu'on comprend tout, et c'est très agréable de se promener parmi les échos de ces penseurs. Je voudrais qu'on aborde un petit moment pour parler du silence thérapeutique, du silence qui réconforte quand on est blessé, quand on est atteint d'un problème grave. Il est permis de dire, je crois, que tu as été diagnostiqué plus récemment d'un cancer au Au poumon, poumon, n'est-ce oui. pas? Et beaucoup de gens vont se reconnaître dans cette idée que, voilà, je suis dans une période critique, cruciale peut-être de ma vie, et j'ai besoin de silence. Qu'est-ce que le silence apporte comme médecine, d'une certaine manière? Alors, je disais tout à l'heure qu'on a avéré les bienfaits vraiment physiologiques du silence. Au-delà de ça, il y a des bienfaits psychologiques aussi qui semblent très importants. C'est vrai que j'ai vécu récemment cette épreuve qui est une maladie grave, en l'occurrence un cancer, mais il y en a d'autres. Et que j'ai pu constater que, effectivement, les phases de calme, de sérénité, de silence, disons-le, que je me suis accordé, m'ont fait énormément de bien. Alors, ça demande quand même, il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Ça demande d'être relativement, enfin, d'avoir déjà surmonté un peu ces angoisses, parce que se retrouver seul avec ses angoisses dans le silence, ça peut au contraire leur donner une résonance encore plus importante. Et voilà, donc tout ça ne s'improvise pas totalement. Et c'est une sorte de gymnastique qui s'apprend, en fait, comme n'importe quelle gymnastique. Comme moi, je fais du yoga, par exemple, depuis 1 an et demi. Moi qui ai toujours été beaucoup plus chêne que roseau, et, Mhm. et je suis d'une souplesse absolument indigne, d'un manque de souplesse, pardon, absolument indigne. Jamais je m'étais imaginé pouvoir faire du yoga. Puis bon, je m'y suis intéressé, je m'y suis mis, et puis j'en tire beaucoup de bénéfices. Mais voilà, on ne fait pas du jour au lendemain telle ou telle posture, et de la même façon qu'on ne se plonge pas du jour au lendemain dans des exercices de méditation. Mais en tout cas, quand on est quand on est un peu bien avec soi-même, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis, ça veut dire qu'on est en paix avec soi, qu'on s'est accepté, ce qui est peut-être aussi un des privilèges de l'âge, et qu'on peut peut-être faire plus facilement à 60 ans qu'à 30. Euh, à partir du moment où on est bien avec soi-même, où on n'a pas peur de soi-même, eh bien, se retrouver dans des phases de silence, sans entrer dans des transes de méditation, hein, c'est pas ça l'idée, mais c'est étrangement, effectivement, thérapeutique, c'est étrangement apaisant, c'est étrangement rassénérant, je je voudrais pas paraître pour quelqu'un de totalement illuminé, mais oui, on a. Bah, moi, j'ai trouvé, en tout cas, voilà, très personnellement, j'ai trouvé dans cette période compliquée, évidemment, qu'est la maladie, j'ai trouvé beaucoup de force dans des moments où j'étais seul avec moi-même, et où même, je n'allais même pas chercher les ressources de la musique ou l'apaisement de la musique. J'étais juste, effectivement, dans la contemplation. Voilà, la contemplation, c'est une autre façon de vivre le silence. Et l'écriture, donc, parce que j'ai fait coïncider l'écriture de ce livre avec cette période de maladie. Et je trouve que je suis convaincu que la maladie m'a permis d'écrire ce livre d'une façon un peu différente
que je ne l'aurais écrit si j'avais pas été malade. Et à l'inverse, l'écriture du livre m'a beaucoup apporté dans la thérapie, y compris certainement biologique. C'est-à-dire que ça m'a mis dans des moments de paix, de sérénité et de projet en même temps, parce qu'il faut avoir aussi des projets pour avoir envie de vivre, qui, je pense, m'ont aidé à lutter contre cette petite... ces petites vicissitudes physiques, voilà, et pour être aujourd'hui effectivement parfaitement en forme et en rémission de ce cancer. Alors, on ressent cette tendresse envers toi-même, envers les autres, tout au long de ce raisonnement, comme quoi c'est un livre nuancé, subtil et un peu complexe, mais tellement agréable. Et alors, pour continuer sur une note un tout petit peu différente, on entrevoit là-dedans des questions un peu inattendues. Donc, je vais te poser une question que m'inspirait la lecture de ton livre. Vive le silence, mais peut-on faire l'amour en silence? Existe-t-il des jouissances muettes? Ah, belle question. Je consacre effectivement un chapitre qui a un peu étonné certains à cette question de l'amour dans la jouissance sexuelle, en fait. Pourquoi j'ai eu cette envie de travailler ce sujet-là? Parce que effectivement, c'est en lisant, je suis lecteur comme beaucoup de ceux qui nous regardent, je pense, et de celles qui nous regardent de magazines féminins, parce que en tant qu'homme, je trouve intéressant d'aller, depuis très longtemps, d'aller voir comment les femmes se parlent entre elles et parlent de nous, les hommes. Et donc, un jour, je tombe sur le fameux, le célèbre magazine Elle, voilà, le plus bobo de nos magazines féminins, qui titre Jouir en silence pour jouir plus fort. Quelque chose comme ça. Et en fait, ce titre m'a interpellé, d'abord par ce côté, encore une fois, d'injonction, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on ne vit aujourd'hui, j'ai l'impression, que par injonction, que ce soit pour maigrir, savoir comment s'habiller, savoir comment s'adresser aux autres, quel type de relation on doit avoir. Enfin, on est dans l'injonction permanente et on ne laisse plus les gens essayer de gérer eux-mêmes leur poids, leur silhouette, leur apparence vestimentaire, etc. Et donc, même dans la sexualité, on est en permanence dans l'injonction. Donc, jouir en silence, et alors qu'en même temps, à longueur de magazine, et notamment féminin, mais pas que, tu as des articles aussi sur ce qu'on appelle le trash talk, c'est-à-dire le fait pendant l'amour de dire des mots un peu crus, de se lâcher, comme vous pourrait dire un peu trivialement. Voilà. Donc, paradoxe, est-ce qu'il faut jouir silencieusement? Est-ce qu'il faut parler, dire plein de choses, faire du bruit? Et donc, ça m'a amené à réfléchir effectivement sur cette notion du silence, puisque j'ai essayé de l'explorer dans plein de thématiques. Pourquoi ne pas aller l'explorer? Et sur cette difficulté qu'on a en réalité à faire vraiment l'amour silencieusement, dans la mesure où notamment l'orgasme qui est censé être... et là encore, dans notre conception très occidentale et peut-être un petit peu étroite de la sexualité, l'orgasme qui est censé être l'aboutissement et la récompense de la relation sexuelle, alors que d'autres civilisations, d'autres cultures pratiquent différemment. Tu t'intéresses au tantrisme, l'orgasme n'est pas une fin en soi, et surtout pas l'orgasme masculin en l'occurrence. Voilà. Or, nous, voilà, il faut absolument jouir et surtout, il faut que la femme jouisse, parce qu'autrement, l'homme n'a pas bien fait son boulot, entre guillemets. Alors, je mets beaucoup de guillemets, attention, hein, parce que je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes propos. Or, à la différence de la jouissance masculine, qui est relativement facile à avérer, physiologiquement, même si, là encore, ça mériterait un peu plus de subtilité, la jouissance féminine est souvent plus obscure, plus mystérieuse, plus impalpable, et donc elle a besoin d'être exprimée de façon orale, par des bruits, des sons, voire des mots, etc. Quand je dis elle a besoin, c'est là encore dans notre imaginaire et dans notre rapport à ça. Et
alors que justement, pourquoi ne pas jouir en silence, comme nous y invitait le magazine Elle, peut-être pas de la façon dont il voulait le dire, mais pourquoi vous obligez l'homme ou la femme à être exubérant au moment de l'orgasme? Qu'est-ce que c'est que cette injonction, là encore? Pourquoi on n'a pas le droit de jouir comme on a envie? Tu vois, et pourquoi le silence ne pourrait pas régner dans une chambre et que peut-être que dans les regards, dans les crispations du visage, dans les mouvements du corps ou le tremblement d'une jambe, je ne sais quoi, se dirait beaucoup plus de choses peut-être que dans des cris ou des mots. Voilà, donc c'est tout ce chapitre que je vous invite à visiter sur la jouissance. C'est d'ailleurs un des plus longs chapitres du livre. Oui, j'ai remarqué. C'est mon côté peine à jouir. Mais voilà, parce que effectivement, là encore, injonction du bruit, injonction de la parole, là où peut-être, et là encore, il ne faut pas en faire non plus une religion, parce que pourquoi pas jouer un jour en silence et le lendemain dans le bruit, enfin, que chacun fasse ce qu'il veut, surtout, c'est ce que j'essaie de démontrer. Alors, ce qui est formidable avec la Fabrique des livres, c'est que les gens peuvent laisser des commentaires et on va leur demander est-ce qu'il faut jouir en silence ou est-ce qu'il faut jouir bruyamment. Je suis sûr que ça va être en commentaire un débat tout à fait passionnant. Et puis, il y a une autre jouissance, c'est celle des idées, c'est celle du style, c'est celle de l'écriture. Et je suis sûr que le plaisir que vous allez prendre à lire Pascal Bataille, le petit traité du silence à l'usage des gens bruyants aux éditions Guy Trédaniel, ce sera un plaisir authentique et profond. Merci vraiment, Merci, Pascal, Frédéric, pour ce livre et pour cet entretien dont je suis vraiment ravi. Merci beaucoup de ton invitation. À bientôt.